Bonjour et bienvenue à l'e-Tour des métiers. Donc plus particulièrement aujourd'hui, on va parler de de tous les métiers qui sont connexes à l'alimentation. Donc je m'appelle Virginie et ben voilà, je suis votre animatrice pour tout cet atelier. Donc on va être ensemble plus ou moins 45 minutes. Donc ne vous étonnez pas quand vous êtes rentré dans l'atelier, votre caméra et votre micro étaient coupés, c'est normal. Voilà, on vous conseille de garder votre micro coupé pour éviter les interférences et éviter que les interventions soient coupées. Donc, pas de panique, vous pouvez toujours poser vos questions dans l'espace de chat. Donc, voilà, je vous mets un petit mot, comme ça, vous voyez où il se trouve. Et Laura est avec nous pour répondre petit à petit à vos questions. Et en fin d'atelier, on aura également une séance questions-réponses où là, on pourra parcourir davantage toutes vos questions. Alors, donc, comme je disais, on en a pour plus ou moins 45 minutes. On va d'abord commencer par la présentation des différents métiers. Ensuite, la présentation des formations, des stages et, comme je le disais, les questions-réponses. Donc, avec nous, nous avons plusieurs invités pour répondre à toutes vos questions et vous présenter ces formations. On a avec nous donc des formateurs. Il y a Didier Vanourne-Weder, qui est herboriste, et Fabienne Pierre, qui s'occupe de tout ce qui est microbrasserie. On a également des membres du personnel de l'EFP et du SFPME, à savoir Anne van der Jeugd et David Koenings, qui sont responsables du pôle alimentation, et Gaëtan Cervelin, qui est délégué à la tutelle. Et donc, comme je le disais, moi-même, Virginie, qui anime cet atelier. Alors, on va tout de suite commencer par le métier d'herboriste. Et donc, j'invite ici Didier à ouvrir son micro pour nous parler un petit peu de ce métier et notamment nous expliquer une journée type d'un herboriste. Oui, bonjour tout le monde. Alors, l'herboriste, c'est forcément quelqu'un qui travaille avec des plantes médicinales. C'est une journée type, c'est ouvrir son magasin, installer tout le matériel dont il a besoin. Euh, Dès que les premiers clients vont pénétrer dans le magasin, à ce moment-là, l'activité principale sera en fait de jouer le rôle de conseiller. Alors, conseiller, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que le client, la personne qui rentre dans le magasin, a probablement un souci de santé ou un petit problème à résoudre. Elle espère le résoudre avec des plantes médicinales et vous êtes là pour la conseiller. Donc, vous allez forcément lui poser des questions pour savoir ce qu'elle a comme souci. Avec interdiction de vous substituer au médecin, ça c'est catégorique. Et vous allez évidemment valoriser la prévention par les plantes. Ce qui fait que, bon, il y a quand même pas mal de plantes médicinales autorisées en Belgique. C'est peut-être une petite parenthèse à faire, mais qui est quand même intéressante. On est un peu avant-gardiste en Belgique à ce niveau-là parce qu'on a un arrêté royal qui spécifie qu'on peut vendre en herboristerie, donc hors pharmacie, à peu près 300 plantes médicinales. Et à ce niveau-là, au niveau européen, on est largement avant-gardiste puisque les autres pays n'ont pas pareille législation. Alors, quelles sont vos qualités? C'est d'être à l'écoute des gens, bien entendu. C'est d'arriver à poser aux personnes les bonnes questions pour avoir une idée la plus précise possible du problème médicinal, de la souffrance qui accable la personne en question. Et bien entendu, et c'est là que vous avez un rôle évidemment important, c'est de bien connaître les plantes, leurs propriétés. Alors, l'astuce, évidemment, au niveau des propriétés des plantes médicinales, il faut connaître les propriétés de chaque plante séparée. Si c'est un mélange, il faut évidemment connaître les propriétés des combinaisons et surtout, connaître les contre-indications qui pourraient poser un souci en cas de mauvaise utilisation. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Au niveau de votre semaine de travail, c'est souvent des journées complètes du lundi au samedi. Vous démarrez tous les jours, enfin, en fait, vous allez être présent quasi 6 jours sur 7, éventuellement 5 jours sur 7, pour pouvoir pratiquer votre métier. Qu'est-ce que je peux encore vous Les dire? avantages et les contraintes du métier?
Oui, ben, les avantages, c'est que vous allez entrer en contact avec quelqu'un qui est probablement un passionné, enfin je parle du client, hein, qui est probablement un passionné avec lequel vous allez pouvoir discuter correctement. Les inconvénients, évidemment, c'est que vous allez être debout toute la journée, ça c'est plus qu'évident, et que ben, une journée dans une herboristerie est quand même une journée bien remplie. Donc, ça veut dire que ça pourrait, à ce niveau-là, être peut-être éventuellement fatigant, si on peut parler comme ça, au niveau inconvénient. Il vous faut un sens du contact, une écoute de la patience, différentes choses comme ça, le sens de l'observation aussi, euh, un sens commercial forcément et une certaine autonomie puisque vous serez la personne avec laquelle avec laquelle le client va discuter. Au niveau des bouchées à venir, là, je peux vous garantir que vous êtes tous dans le bon sens. Il y a de plus en plus d'herboristeries. Vous allez me dire que ça fait de plus en plus de concurrence. Je ne crois pas. Il y a des petites herboristeries, donc un petit magasin. Il y a aussi des chaînes qui s'installent de plus en plus et qui jouent aussi le rôle d'herboristerie. Mais en général, dans ces chaînes, sans généraliser, je dis en général, mais sans dire qu'elles sont toutes comme ça, mais c'est parfois pas évident et parfois même une interdiction de donner vraiment des conseils vis-à-vis de l'herboristerie, vis-à-vis des plantes médicinales en tout cas. Voilà, Très je bien. crois avoir tout dit. Ça me semblait très clair et s'il y a des questions, ben voilà, on pourra y répondre Pour y par la répondre suite sans après. Oui. souci. Très bien, merci beaucoup Didier. Merci. Alors passons maintenant au métier de microbrasseur. Et donc ici, c'est Fabienne Pierre qui va pouvoir nous parler de cette formation, qui est formatrice également. Fabienne, donc vous pouvez nous présenter peut-être ce métier selon plus ou moins les mêmes lignes de conduite. Donc c'est quoi une journée type pour un microbrasseur? Voilà, bonjour. Le métier de chef d'entreprise en microbrasserie, mais le brasseur, c'est tout d'abord un métier de passion qui s'est démocratisé de par l'accessibilité des matières premières et des matériels en petit volume et des matières premières en petite quantité. Donc, c'est maintenant, la brasserie est ouverte à la microbrasserie assez facilement. C'est également un métier de création parce que il y a toute une mise au point de recettes originales qui seront vraiment votre signature et pour lequel vous devrez faire des choix personnels de variétés de grains, de houblons, d'épices, etc. pour donner le caractère à votre bière. Et c'est un métier de création dans le sens aussi, vous devez chaque fois trouver de nouveaux produits et aussi participer au graphisme de vos étiquettes, à tout vos supports marketing, etc. Un métier de rigueur aussi, qui va demander beaucoup d'engagement personnel. Alors, dans quel environnement va évoluer le brasseur? Principalement dans une brasserie, évidemment, mais qu'est-ce que c'est une brasserie? Une brasserie, c'est un petit milieu semi-industriel dans lequel vous allez avoir plusieurs compartiments. Vous allez avoir un local de stockage de matière, vous allez avoir une zone de mouture du grain, vous allez avoir une zone de brassage dans laquelle vous trouverez vos cuves de brassage, une zone de fermentation dans laquelle vous trouverez également des cuves, mais des cuves de fermentation. Vous allez avoir une zone d'embouteillage où vous aurez une cuve sucreuse, où vous aurez du matériel capsulage, etc. Et puis une zone chaude pour que la bière puisse prendre sa mousse, où elle devra rester minimum une semaine, et une zone de stockage de la bière finie en attente de la vente ou de la dégustation. Alors, comment va s'organiser votre journée de brassage? Il faut savoir qu'une journée de brassage va se dérouler sur une période de 8 à 12 heures. 8 à 12 heures pendant lesquelles vous allez vous lever tôt pour mettre en chauffe l'eau dans laquelle vous allez faire votre empâtage, c'est-à-dire que vous allez mélanger votre grain avec de l'eau chaude pour pouvoir transformer votre amidon en sucre, puisque c'est le sucre qui va se transformer en alcool, et c'est comme ça que nous allons obtenir une bière. Et puis, vous devrez cuire votre mou. Vous devrez refroidir votre mou, ce qui va prendre relativement du temps aussi, parce que vous allez devoir passer de 100 degrés, vous allez passer d'un mou qui est à ébullition à un mou à 25 degrés pour pouvoir le faire fermenter. Puis, vous allez tout transférer en cuve de fermentation, et ensuite, et ce n'est pas le moins négligeable, en temps, en tout cas, c'est le nettoyage de la brasserie qui va vous prendre aussi beaucoup de temps. Après
entre toutes ces étapes, vous devrez, et c'est pour ça aussi que c'est un métier de rigueur, parce que vous devrez aussi faire toute une série de mesures qui seront destinées à surveiller le bon déroulement de votre processus, des relevés de température, des relevés de densité, des vérifications de la parfaite transformation de l'amidon en sucre, des relevés de volume, etc. Alors, il faut savoir qu'une journée de brassage, ça se passe dans une atmosphère humide, vous l'aurez compris, puisqu'on doit amener des mous parfois de grand volume à ébullition. Vous devez vous évoluer dans une tenue adaptée, puisqu'on est tenu à respecter des normes de sécurité AFSCA, et vous devrez principalement travailler en position debout. C'est aussi un métier qui demande une certaine force, puisque les sacs en général font 25 kg. Après une journée de brassage, ce n'est pas fini, on n'a pas encore une bière. On devra faire un soutirage après une semaine dans laquelle on pourra rajouter des épices. Après 2 semaines, on pourra éventuellement remettre en bouteille, pardon. Donc, on pourra pratiquer à la mise en bouteille 2 semaines, 1 mois après. Et puis, on devra encore avoir de la patience. Et c'est là que c'est un métier de patience aussi, parce qu'avant de pouvoir déguster, il faudra encore attendre pratiquement 3 semaines. Donc, ça vous fait un processus qui va se dérouler sur une période d'environ 2 mois. Donc, voilà, on aura compris qu'il s'agissait d'un métier de patience, mais entre-temps, le brasseur, en tout cas s'il est chef d'entreprise, devra encore faire d'autres choses, c'est-à-dire gérer son entreprise, comme toute entreprise, maintenir ses certifications AFSCA, compléter ses registres de douane et accises, promouvoir ses produits, suivre sa clientèle, suivre les facturations de sa clientèle, faire ses commandes, se faire connaître, etc. Mais voilà, mais osez vous lancer parce que c'est un métier passion, c'est un métier qui découle souvent de hobby. Donc voilà. Merci Fabienne. Et, au niveau des débouchés, quelle est la situation un petit peu du marché? Alors, au niveau des débouchés, ou bien vous créez votre entreprise, ou vous travaillez pour un brasseur en brasserie, parce qu'il y a du travail en capsulage, il y a du travail en brassage, dans toutes les étapes qu'on a vues, il faut du personnel. Il faut du personnel en marketing aussi, et c'est bien d'avoir des gens qui connaissent la bière. Et comme il y a de plus en plus de microbrasseries, on a vraiment un engouement pour le métier. On recherche sans arrêt des personnes qui sont là pour aider et pour s'investir dans le métier. Donc, au niveau des bouchers, on est vraiment en recherche de personnel. D'accord. Et je vois qu'il y a une question qui apparaît là, c'est plus ou moins à la louche sur une année de formation, combien de bières est-ce qu'on brasse environ? Alors, sur une année, en tout cas la première année, puisque la formation se déroule sur 2 années, donc la première année, on va faire 2 brassins. 2 brassins et donc vous aurez l'occasion de mettre au point 2 bières et on discute des recettes et on peut aller sur des recettes tout à fait originales comme on peut aller sur des recettes classiques. Mais en tout cas, on sera capable à l'issue de la première année de déjà mettre au point une recette originale. Et on fera, généralement, on fait 2 bières. D'accord, merci. Alors, je propose qu'on passe maintenant au métier de boucher. On répondra aux autres questions, bien sûr, à la fin. Donc, David, je te propose de nous présenter le métier de boucher charcutier artisan. Voilà, bonjour à tout le monde. Voilà, le métier de boucher charcutier artisan est vraiment un métier de passion. Il faut pouvoir et vouloir toucher beaucoup de choses, toucher des quartiers de viande. Je vais être un petit peu cru. Voilà, il y aura les morceaux de viande qui vont rentrer de l'abattoir. Il faudra les découper, les désosser, les dépioter, les transformer, etc. Donc, voilà, c'est un métier qui demande beaucoup d'investissement de temps. Une journée type de boucher, ben, c'est quoi? Ben, il y a 2 possibilités. Soit vous êtes en petite boucherie de quartier à votre compte et vous avez votre comptoir à alimenter pour l'ouverture de la boucherie. Donnons un exemple, 8 heures du matin, mais ça veut dire qu'il ne faut pas se lever à 8 heures moins quart. Il faut se lever à 5 heures, 6 heures du matin et mettre votre étalage en place pour que quand les premiers clients vont venir acheter leur tranche de jambon, ben, ce soit attrayant
et que vous puissiez discuter avec vos clients, proposer vos recettes de pâté, de charcuterie, etc., où vous avez la possibilité de travailler un petit peu plus en grande surface. Colruyt pour ne pas le citer, ou Redmans pour encore moins les citer. Et donc là, ben, on est plus dans une production pas agroalimentaire, mais juste pas loin. Donc voilà, là, ce sont plus avec des horaires, des roulements, des rotations, etc. Et vous avez peut-être comment dire, une possibilité d'horaire un petit peu plus variable, sachant que le petit boucher indépendant voilà, travaille beaucoup en ces périodes compliquées de, de, de coronavirus. Il faut savoir que les bouchers, même nos bouchers formateurs travaillent d'arrache-pied dans leurs entreprises et arrivent quand même encore à l'heure actuelle à dégager du temps pour venir former des auditeurs. Donc, chapeau à eux. Ils font vraiment un gros travail. Aujourd'hui, le métier de boucher, ben, ce n'est pas spécialement, comme je viens de le dire, que découper de la viande, parce que ça en découle sur des préparations traiteurs, des salaisons, de la charcuterie, de la découpe, des préparateurs de commandes, vendeurs en distribution, je l'ai dit, ou emballeurs. Donc, voilà, il y a vraiment pas mal de petits débouchés sur ce métier qui, encore une fois, voilà, c'est un beau métier parce qu'il faut vraiment aimer travailler le produit brut. Voilà, parce que quand on a une demi-bête, un demi-porc, un demi-veau, etc., qui rentrent, c'est impressionnant de voir ce qu'on peut en faire. Et je pense que les gens n'imaginent pas tout ce qu'on peut faire effectivement avec des morceaux de viande brute qui rentrent dans un atelier de découpe de boucherie, les manipulations qui sont nécessaires, les consignes de sécurité, les normes AFSCA, traçabilité, etc., avant que vous ayez votre charcuterie ou votre beau petit morceau de viande dans l'étalage d'un établissement. Voilà dans les grandes lignes comment présenter un métier de boucher. Merci beaucoup, David. Et... Ah oui, voilà, il y a justement une question qui tombe pour les bouchers. Je la vois en même temps, oui. Oui. Donc, on espère effectivement que en septembre, tout redeviendra normal et nous avons des locaux qui peuvent contenir, même de manière générale, un nombre limité d'auditeurs. Donc, c'est maximum 14. Alors, la bonne nouvelle pour ceux qui veulent, et ça c'est une petite info primeur, la bonne nouvelle pour ceux qui veulent s'inscrire dans la formation boucherie, c'est que pendant la fermeture du centre cet été, la boucherie va être refaite. Donc, les auditeurs qui vont s'inscrire en boucherie auront un tout nouvel environnement de boucherie. Donc, une toute nouvelle boucherie pour apprendre. Mais sachez que de toute façon, on ne va pas au-delà d'un nombre maximum de 14 personnes dans l'atelier, qui est assez grand, qui comprend du matériel très intéressant. Nous avons attendrisseurs, mélangeurs, bourreuses, douche, fumoir, four. Nous allons faire l'acquisition d'une thermocelleuse et d'une emballeuse thermoplastique. Enfin voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu les termes, voilà un petit peu tout ce que nous avons. Nous avons congélation, frigo et encore d'autres hachoirs, etc., trancheuses. Donc il y a vraiment beaucoup de matériel pour apprendre au niveau de l'atelier boucherie. D'accord. Merci beaucoup, David. Alors, je propose qu'on passe maintenant à la partie formation. Donc, David reste avec moi. Et ben voilà, pour rester sur la formation de boucher, donc, elle existe en apprentissage pour les jeunes. Donc, si tu peux peut-être expliquer un petit peu comment ça se Voilà, passe. je vais revenir très brièvement sur tout ce qu'on fait dans la formation de boucher donc pour les apprentis. Donc, c'est une formation qui dure 3 ans. Donc, une journée au minimum au centre pour des cours, que ce soit professionnels, boucherie ou cours généraux.
et de l'alternance donc chez un patron. Donc, il faut avoir 15 ans au minimum. Enfin, voilà, les conditions d'accès sont clairement notées. La pratique en entreprise est très importante et voilà, le jeune qui veut s'inscrire aujourd'hui en apprentissage doit vraiment être motivé et prendre conscience que ce n'est pas un métier facile. Il faut se lever tôt ou parfois travailler tard. Je vais reprendre un exemple aussi, que ce soit pour les jeunes en apprentissage ou même encore plus les chefs d'entreprise. Il y a des périodes très compliquées où il y a beaucoup de boulot, les périodes de fête, genre les fêtes de fin d'année, Pâques, etc., ou les périodes où il fait beau, où il faut prévoir des plateaux barbecue, des commandes spécifiques des clients, etc. Donc, effectivement, c'est un travail qui demande par jour, parfois plus que 7 ou 8 heures de travail. Et donc, ça, il faut en être conscient parce que c'est un enjeu important à connaître dès le début de la formation. Au bout des 3 ans, eh bien, on obtient un certificat d'apprentissage de boucher qui peut amener à trouver chez un petit indépendant de quartier ou même dans une plus grosse chaîne, comme je les ai cités, Redmans, Colruyt ou autres, parce qu'il y en a d'autres, mais ce sont les plus connus. Un bon petit boulot de commis en boucherie, de préparateur, etc. Et qui, au fil du temps et au fil de la vie, peut amener à de l'évolution, peut-être en se resuivant encore des formations. Et Virginie, si tu veux juste slider voilà, sur les formations adultes bouchers, voilà, il y a moyen de, après l'apprentissage, basculer vers de la formation en chef d'entreprise. Là aussi, c'est 3 ans. Mais voilà, là, on a vraiment un programme très, très, très poussé, très précis, avec des stages en entreprise, avec des stages qui ont des quotas d'heures différents par année, etc. Mais bon, ça devient un peu technique. Et sauf si vous avez vraiment une question spécifique, vous pouvez la poser dans le chat et on y répondra. Mais voilà, il y a vraiment des modules de traiteurs, de salaison, de charcuterie, de découpe, de préparateurs de commandes, je pense encore une fois aux fêtes de fin d'année, etc. Vendeurs en grande distribution, emballeurs, et alors un tout nouveau module qui va démarrer cette année, puisque le référentiel de cours, donc le programme de cours a changé. Et donc, pour rester dans la tendance, c'est un module sur les produits bio, l'environnement durable et de l'économie circulaire. Donc, voilà, vous avez vraiment un module sur 3 ans, assez complet au niveau de la boucherie. Donc, voilà, si vous êtes vraiment intéressé, la vue du sang ne vous fait pas peur, allez-y, foncez, c'est un beau métier. Merci beaucoup. Alors oui, tant qu'on est là-dedans, il y a quelqu'un qui pose la question, s'il a 19 ans et un diplôme des humanités classiques, là, il faut plutôt faire la formation adulte. Oui, à partir de 19 ans, effectivement, si on rentre dans les conditions d'accès, comme c'était indiqué dans le slide, il y a pas de possibilité, il y a possibilité, pardon, de rentrer directement en CE, ce qu'on appelle chez nous donc les chefs d'entreprise. Peut-on directement commencer la formation adulte sans passer par la filière apprentissage? Tout dépend de l'âge. Quels sont les challenges? Les challenges, ils sont ce que vous entendez. C'est votre challenge de vie, en fait. Hein, donc, c'est de savoir où vous voulez aboutir. Nous, on mettra tout en œuvre pour que la formation se passe au mieux. Et de votre côté, il faut un challenge, trouver un patron et trouver un endroit de stage. Je pense que si vous voulez faire le métier de boucher, c'est la première étape. D'accord, merci beaucoup David. Alors je propose qu'on passe maintenant aux formations d'herboristes et de microbrasseurs. Et je pense que c'est Anne qui va nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Oui, alors en ce qui concerne la formation aussi bien en microbrasserie qu'en herboristerie, ce sont 2 formations sur 2 ans.
Pour ce qui est de la formation en herboristerie, les conditions d'admission sont avoir 18 ans, être titulaire d'un CESS, d'un diplôme du secondaire supérieur, ou passer l'examen d'entreprise. Pour ce qui est du microbrasseur, les conditions d'admission, c'est avoir 18 ans, être en possession d'un CE2D ou d'un CESI, ou d'une 6e année secondaire réussie dans le professionnel ou dans le technique, ou d'un certificat d'apprentissage ou d'un examen d'admission. Je précise que ces conditions, aussi bien pour les herboristes que pour les microbrasseurs, se trouvent sur le site. Dans le catalogue des formations, si vous sélectionnez la formation que vous aimeriez suivre, il y a un endroit où il y a un clic jaune où il est indiqué détails sur la formation. Ben là, c'est dans cet encart jaune que vous avez les conditions d'admission. Ainsi que les horaires. J'ai vu que dans le chat, il y avait beaucoup de questions qui se posaient sur quand se donnaient les cours. Mais les horaires sont sur le site dans l'onglet jaune détails sur la formation. Que dire d'autre? En ce qui concerne l'herboristerie, que c'est une de nos formations les plus intenses, tant en heures, en horaire de cours qu'en variété de cours. Donc, c'est 2 soirées complètes par semaine, 2 fois 3h30 de cours par semaine, plus des matières aussi vastes et aussi exigeantes que de l'anatomie, de la biochimie, du droit, de l'économie, de la gestion commerciale. C'est très vaste, mais c'est très intense. Et il faut savoir qu'en fin de 2e année, on attend de vous de préparer un travail de fin d'études sur 4 volets, mais dont notamment une partie monographie de plantes qui représente beaucoup de travail. Donc, c'est une formation qu'il faut prendre au sérieux. Et surtout, il faut bien prendre conscience que c'est chronophage et énergivore. Il faut avoir le temps et il faut se donner les moyens parce que c'est une formation qui est très riche. C'est une de nos plus belles formations, mais c'est très intense. La microbrasserie, pareil. Je vois que dans les chats, on pose beaucoup de questions sur combien de bières on peut brasser pendant l'année. Il faut savoir que la microbrasserie, ça s'accompagne aussi de toute une série de cours de marketing, de gestion commerciale, d'hygiène. Et donc, ce n'est pas idem, ce n'est pas juste je viens apprendre à brasser de la bière, c'est je viens apprendre à devenir microbrasseur. Les 2 formations sont également accompagnées de cours de gestion qui font qu'en sortant des 2 années, vous êtes apte, autorisé légalement à ouvrir une herboristerie, à devenir microbrasseur, à ouvrir votre microbrasserie. Et ça, ce sont des choses il faut travailler pour l'obtenir. Ce sont 2 formations intenses, mais qui valent la peine. Pour le reste, de mon côté, c'est tout. Traînez pas à vous inscrire. Les 2 formations ont du succès, se remplissent rapidement. Donc, si vous êtes tenté par l'herboristerie ou la microbrasserie, allez-y, inscrivez-vous. Merci Anne. Et j'avais vu au début une question pour les herboristes, quelqu'un qui demandait si on étudie les plantes en général, qu'elles soient utilisées pour l'herboristerie ou non. Je pense qu'il y a plutôt répondu, donc on étudie les plantes également. Ah oui, il y a une partie. En première année, il y a une partie herboristerie identification et herboristerie transformation. Et en 2e année, il y a une partie herboristerie identification et herboristerie vente, enfin vente et conseil. Donc oui, on étudie les plantes, mais après, Didier Van Ornemeder l'a précisé, ce sont des plantes médicinales. Hein. On ne devient pas horticulteur en ayant choisi l'herboristerie. Didier Van Ornemeder va parler. Si je peux rajouter juste un truc, il y a aussi un cours en première et en 2e année de botanique. Et là, évidemment, la botanique, c'est avant tout un cours général sur la botanique, hein, donc sur la vie des plantes et comment est-ce qu'il faut faire pour qu'elles survivent, etc., enfin, les conditions, etc., la reproduction et tout ça. Mais évidemment, quand on peut la tourner vers les plantes médicinales, c'est ce qu'on fait, comme exemple. Voilà. D'accord, merci. Et je voyais également une question sur les spécialisations possibles en herboristerie. Je suis désolée, je vais laisser Didier Van Ornemeder s'exprimer. Alors, spécialisation, je ne comprends pas trop la question, mais spécialisation au niveau du cours, pas particulièrement, puisqu'on parle d'un petit peu toutes les techniques utilisées en herboristerie. Mais non, évidemment, en s'installant par après, je suppose que c'est là qu'on parle peut-être de spécialisation. Soit on travaille dans une herboristerie qui existe déjà en tant qu'employé, on va dire comme ça, soit vous avez votre propre herboristerie
Mais sinon, spécialisation, réellement, non. Si on entend, le diplôme est un diplôme d'herboriste global. Il n'y a pas vraiment une spécialisation. D'accord, merci beaucoup. Mais on parle de tout. Oui, merci. Alors, je propose qu'on passe maintenant à la partie stage parce qu'il y a eu pas mal de questions là, à ce sujet également. Donc, Gaëtan, je te propose de nous parler un petit peu de la pratique en entreprise pour les 3 formations. Bonjour tout le monde. Donc, comment ça se passe en entreprise? Déjà, on table sur du 38 heures semaine, heures de cours comprises. Donc, imaginons que vous ayez cours le lundi. Eh bien, du mardi au vendredi, vous serez en entreprise comme un temps plein. C'est un stage rémunéré dans la majorité des cas. Donc, comme on l'a dit plus tôt, le métier de boucher, implique que ce soit un stage obligatoire. Vous devrez être en entreprise pour apprendre le métier. Par contre, pour herboristerie et pour microbrasseur, non, pour herboristerie aussi, pardon, et pour microbrasseur, par contre, là, vous aurez la possibilité de ne pas faire de stage. Maintenant, c'est vivement conseillé, hein. Les cours sont déjà très bien, mais alors avoir le métier sur le terrain, c'est une pépite, quoi. Donc voilà, je vous conseille vraiment, si vous choisissez de vous inscrire à l'EFP, de faire un stage en entreprise. Aussi niveau modalité, c'est que vous devrez remplir des documents avant de commencer votre stage. C'est là que je rentre en jeu. En fait, lorsque vous êtes inscrit, vous me contactez et moi, je vous donnerai tous les documents nécessaires pour pouvoir commencer votre stage. Ce qui implique donc que lorsque vous avez trouvé votre patron, le stage commence un peu comme vous le souhaitez et que vous trouvez, quand vous en avez parlé avec votre patron, vous discutez ensemble de quand vous commencez. Par contre, la fin de votre stage se finira tout le temps le 30 septembre de votre dernière année de formation. Donc, on table vraiment sur une formation non-stop jusqu'à la fin de votre formation. Donc, formation d'entreprise, j'entends. Sinon, voilà, dans les grandes lignes, maintenant, on parlera plus en détail si vous avez d'autres questions ou même lorsque vous serez inscrit, que vous me verrez, quoi. D'accord. Merci beaucoup, Gaëtan. Alors, ben voilà, on arrive à la partie donc questions-réponses. On a déjà répondu à pas mal de questions, mais il y en a certainement encore d'autres. Laura, je ne sais pas si tu en avais pointé du doigt certaines ou... Alors, il y en a beaucoup que j'ai pointé, que vous avez au fur et à mesure répondu, donc c'est pas mal. Au niveau des inscriptions, donc ici, il y a eu une question qui vient d'arriver au niveau des inscriptions. Donc, vous aurez accès à un formulaire d'inscription via notre site internet efp.be à partir du 10 mai. Et alors, j'ai vu aussi dans le chat qu'une personne avait été mise sur liste d'attente pour la microbrasserie, je pense. En tout cas, je vous conseille, même si vous avez été mis sur liste d'attente l'année passée, de faire la procédure dès le 10 mai. Donc, de rentrer sur notre site internet et de remplir le formulaire d'inscription pour bénéficier d'un rendez-vous déjà mi-mai pour faire votre inscription. Pour le reste, il me semble que vous avez répondu, en tout cas tout ce que j'ai pointé sur ma feuille, il y a eu des réponses qui sont arrivées au fur et à mesure. Je crois qu'il y en a qui arrivent encore. Donc, il y a quelqu'un qui demande quelles sont les modalités d'un... Pardon? Alors, donc les modalités d'inscription, c'est ce que j'ai dit, hein, donc via le site internet à partir du 10 mai. Et donc, il y a une personne qui voudrait jongler avec une formation en plus de l'herboristerie. Anne, tu me coupes si je me trompe, mais je pense que ce n'est pas une bonne idée. Ça dépend de la formation, mais de prime abord, je le disais plus tôt, la formation en herboristerie, c'est vraiment intense. Il y a vraiment beaucoup de choses, donc ça me paraît compliqué. Maintenant, je ne sais pas quel est le backup de cette personne, si c'est quelqu'un qui pourrait faire valider des cours, obtenir des dispenses, réduire ses horaires, pourquoi pas. Mais, la personne sort des secondaires. Ça me paraît très audacieux. Je ne sais pas quelle est l'autre formation que cette personne souhaiterait faire, mais combiner autre chose avec herboristerie, ça me paraît très audacieux. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui demande également quand commencent les cours. Alors, de manière générale, je viens de voir cette question, effectivement, Virginie. De manière générale et pour toutes les formations confondues, sauf apprentissage en première année, ça commence aux alentours du 15 septembre, 14-15 septembre.
Donc, mi-septembre pour être plus clair. D'accord. Et alors, je vois que la question revient par rapport au stage. J'avais pourtant envoyé un petit message, mais on ne peut pas signer une convention de stage avant inscription. Vous devez malheureusement vous inscrire d'abord au cours avant de pouvoir aller voir un délégué à tutelle pour signer une convention de stage. D'accord, merci. J'avais vu aussi une question sur les essais métiers. Alors, pour les essais métiers, ils ne sont disponibles que pour les apprentis. Donc, s'il y a des gens qui souhaitent s'inscrire en apprentissage boucherie, par exemple, il est tout à fait possible de faire un essai métier pour savoir si vous êtes vraiment dans votre élément. Et donc, il y a une personne chargée de ça au service formation professionnelle. Mais on table sur du 3 à 5 jours, un stage de 3 à 5 jours, vraiment pour vous faire une idée de ce que implique tout ce qui est boucherie. Donc maintenant, bon, David en a bien parlé. Je pense que vous avez vraiment une bonne vision de la chose maintenant. Mais bon, si vous voulez pratiquer le terrain, il y a toujours moyen. Par contre, donc pour les autres formations, donc en chef d'entreprise, c'est pas possible. Il faudra vous inscrire et commencer un stage et voir comment ça se passe sur le terrain, quoi. D'accord. Et tant qu'on parle des stages, il y a quelqu'un qui demande également si la rémunération du stage peut être combinée avec un revenu complémentaire comme le chômage, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'il faut voir. Ah, pardon, Gaëtan, Ah vas-y. mais voilà, c'est vraiment du cas par cas, hein. C'est pas nous qui décidons de ça. Donc il y a toujours moyen de faire une demande de dispense auprès de votre organisme de paiement. Et donc si elle est acceptée par votre organisme de paiement, vous toucherez le barème, hein, du stage. Par exemple, hein, première année en chef d'entreprise, vous gagnerez normalement 464,40 €. Ça, c'est un barème minimum. Et imaginons que vous êtes chez Actiris, ben Actiris pourrait vous verser un complément pour atteindre ce que vous touchez actuellement au chômage. Maintenant, c'est eux qui décident s'ils l'acceptent ou pas. Donc ça, je pourrais pas vraiment vous dire directement si oui ou non ce sera accepté. D'accord, merci. Je crois qu'il y en a également qui demandent s'ils ont un diplôme étranger. Est-ce qu'il faut faire une équivalence? Alors, diplôme étranger, effectivement, le mieux, c'est d'envoyer le diplôme. Ça dépend d'où vient le diplôme, mais logiquement, il faut une équivalence. Mais je vais mettre l'adresse du pôle alimentation dans le chat et éventuellement nous envoyer le diplôme pour l'analyser et voir. Oui. Les Français, il me semble que là, il n'y a pas besoin d'équivalence. Français, normalement pas, mais c'est toujours mieux de nous envoyer le diplôme. Pour être sûr. Je vois une question sur les examens d'entrée. Donc, les examens d'admission, les dossiers d'admission, pardon. Ça, je pense qu'il faut prendre rendez-vous avec l'accueil et qu'il y a des sessions d'examen d'entrée. Oui, ce sera indiqué en fait sur le site. On n'a pas encore les dates exactes des examens d'entrée, mais ils seront organisés de manière très régulière. Et les infos, voilà, dès qu'on les aura, on les mettra sur notre site internet. Et alors, il y a également une personne, voilà, on va petit à petit clore les questions-réponses, mais il y a quelqu'un qui demandait si on pouvait être refusé à une formation, notamment en boucherie en adulte. Si on a le diplôme requis, on ne peut pas être refusé à la formation, selon moi. Si on a les critères d'admission, pardon, à la formation, il n'y a aucune raison qu'on soit refusé. Ouais. Et si on fait l'examen d'entrée et qu'on l'a réussi, encore pareil. mieux, voilà. Sauf faute de place si la classe serait remplie et qu'on n'a plus de place, alors oui, il y aurait moins de possibilités. Mais voilà, de prime abord, il n'y a aucune raison d'être refusé à l'inscription en boucherie ou n'importe quel autre métier au pôle alimentation. D'accord, eh bien merci beaucoup. Merci à tous en tout cas pour vos questions et les réponses évidemment. Donc voilà, on n'a certainement pas su répondre à tout, mais donc si vous avez encore des questions, si elles sont générales ou plus spécifiques, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, que ce soit au pôle alimentation ou à l'adresse générale de l'EFP, c'est info@efp.be. On y répondra le plus vite possible et vous pouvez également nous téléphoner au numéro gratuit qui est le 0800 85 210. Et notre service accueil va être renforcé là pour les inscriptions
Donc, normalement, vous aurez quelqu'un au bout du fil qui pourra vous répondre. Et bien sûr, vous pouvez toujours nous suivre sur nos réseaux sociaux. Alors, avant qu'on se quitte, je vous propose un petit sondage pour voir ce que vous avez pensé de l'atelier. Donc voilà, il y a 3 petites questions. Quels sont les aspects de l'atelier qui vous ont plu? Est-ce que vous avez trouvé réponse à vos questions? Et pour la suite, est-ce que vous envisagez de vous inscrire? Donc voilà, n'hésitez pas à y répondre, ça peut nous aider pour l'année prochaine, pour nous améliorer. Et donc voilà, je vois que les gens répondent petit à petit. C'est très chouette. Et donc, comme je le disais également, l'e-tour des métiers, donc ça continue jusqu'à vendredi. Il y a encore pas mal d'ateliers qui auront lieu demain et vendredi matin. Et si vous avez manqué un atelier que vous souhaitiez voir, ou si vous êtes arrivé en retard à celui-ci, j'ai vu qu'il y a eu pas mal de personnes qui sont arrivées en cours de route aussi, et les ateliers sont enregistrés et donc vous pouvez les revoir, en tout cas dès demain pour celui-ci. Vous pouvez les revoir sur notre chaîne YouTube, donc ils seront disponibles. Alors, mais voilà, donc je vous remercie encore. Merci à tous. Merci aux formateurs qui étaient présents pour nous partager leur expérience et parler de leur métier. Merci aussi à tous les membres du personnel de l'EFP et du SFPME. Et mais voilà, j'espère vous retrouver très vite à l'EFP dans les bâtiments. Et j'espère que voilà, nos formations vous ont plu et que vous allez vous inscrire. Merci à tous. Au revoir. Oui, au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Bonne fin de journée, au revoir. Merci. Voilà, je vous partage, si vous voulez, vite les résultats du sondage. Voilà, et pour les formateurs, on vous enverra également un sondage, à mon avis, la semaine prochaine, quand l'e-tour des métiers sera fini. Et bien voilà, donc... Merci Virginie. Bon après-midi. Merci beaucoup. Je vais mettre fin donc à l'atelier pour tout le monde. À bientôt.